je trouve que Carl Schmitt, dont je vais parler, est un monsieur qui est très à la mode chez les continentaux. Et les continentaux vont jusqu'au Japon. Mais à peu près méprisé, sauf récemment, par la philosophie analytique. La philosophie analytique, elle, récuse et ignore Schmitt. Elle préfère faire comme mon ami Robert Goodin, s'occuper de non-smoking, par exemple. J'ai pensé à lui récemment, tout à l'heure, parce que c'est pour ça que le matin, il faut que je fume une pipe, sinon je ne suis pas moi-même, ce qui d'ailleurs est peut-être un avantage pour les autres. Et alors en fumant, je pensais au livre de Robert Goodin, Non-smoking, n'est-ce pas? Il a fait, on s'intéresse plutôt à ça. Mais chez les continentaux, j'ai été frappé de voir le nombre de références à Schmitt, encore récemment, notamment en Allemagne. Dans les mélanges dédiés à Klaus Hofe, il est cité, en général comme repoussoir, n'est-ce pas, pour dire nous ne sommes pas là, etc. Mais il est très fortement cité. Et chez les gens, dans les années 70, j'ai été frappé du nombre de références. J'en ai trouvé à ma surprise chez Hayek, dans Droit, législation, liberté, qui fait à Schmitt des compliments extravagants, tout en disant l'ennui, c'est qu'il a tout faux tout le temps. Mais c'est un formidable analyste. Bon, alors dans le texte, j'essaye d'expliquer, j'ai tout un développement sur Hayek et Schmitt, etc. Mais j'en parlerai probablement pas. Et ça me frappe énormément parce qu'il est important pour les philosophes politiques, alors que Schmitt ne se veut pas philosophe politique. C'est même, je dirais, son a priori philosophique de base. C'est qu'il n'y a pas de philosophie politique. Il ne peut pas y avoir de philosophie politique. Schmitt, vous le savez, est un juriste. Il a vécu très vieux. Il a vécu jusqu'en 1985. Il est mort à 97 ans. Il avait 26 ans en 1914. 46 ans au début, quand Tönnies meurt en 1936, enfin, et ainsi de suite. Il a vécu assez vieux pour connaître Khomeini, s'il n'était pas déjà gâteux à l'époque. Et s'il avait vécu jusqu'à 113 ans, je suis sûr qu'il se serait intéressé avec une morbide et perverse sénilité au mythique Osama Bin Laden, n'est-ce pas? Ça, c'est sûr. Et justement, là, je dirais, c'est une sorte de raisonnement, je dirais que je distinguerai trois discours schmittiens. Je ne le développe pas, je ne fais pas mon exposé comme ça, n'est-ce pas? Mais je l'indique pour le situer dans le discours du politique. Si vous voulez, si l'on prend discours du politique simplement comme discours tenu par des hommes, n'est-ce pas? Et en le distinguant de la notion de discours social du politique, c'est-à-dire ce qui circule et ce qui rend possible à un moment donné que l'on puisse conceptualiser les choses comme ça, n'est-ce pas? D'ailleurs, Schmitt lui-même parle de ça, il dit « L'image métaphysique qu'une époque déterminée se fait du monde a la même structure que ce qui lui paraît évident comme forme de son organisation politique. » Alors je n'aime pas beaucoup cette idée qu'il y a une époque qui se fait une image, c'est un peu du collectif, mais ça exprime quelque chose, c'est qu'il y a des discours sociaux qui constituent un climat dans lesquels sont rendus possibles la production de discours, que là alors je prends comme discours enchaînement de présentations faites par des individus. Dans ce discours au deuxième sens, je distinguerai trois choses. C'est Schmitt, parce que il y a le discours empirique, que j'appellerais empirique. C'est ce que j'appelle le monde de Schmitt, n'est-ce pas? Le monde de Schmitt, c'est un discours empirique. Et, vous savez, et maintenant, et nunc reges erudimini, n'est-ce pas? Circumscripisse, regardez autour de vous et enseignez-vous. Hein, ça, il y a un monde de Schmitt. Ce monde de Schmitt n'a pas été créé par Schmitt, c'est déjà une interprétation. Hein. Il n'y a pas de discours qui soit une pure reproduction du réel. La reproduction du réel n'existe pas parce que le réel ne parle pas. Mais c'est donc déjà une construction. Mais c'est une construction pour dire, ben voilà, les choses sont comme ça. Il y a des gens qui se font la guerre, par exemple.
deux figures qui sont très importantes pour Schmitt, une qu'il prend à Joseph de Maistre, qu'il a beaucoup lu, qui est le bourreau, et l'autre qui est le guerrier, qu'il doit prendre à Machiavel, probablement, mais un peu partout. Il y a d'autre part un discours ontologique, ce que j'appelle la vision schmittienne. C'est celle que je développerai dans la première partie de cet exposé. Il y a un discours ontologique qui est... il n'y a pas seulement un monde de Schmitt, il y a aussi le monde tel que Schmitt dit qu'il est. Mais il y a aussi le monde tel que Schmitt dit qu'il reflète une propriété ontologique fondamentale, et une seule. Et cette propriété, c'est l'inimitié. N'est-ce pas ? Cette fois-ci, ce n'est plus l'inimitié comme quelque chose que l'on regarde en disant « Tiens, comme c'est curieux, malgré ce qu'Hérodote a dit, que c'est pas raisonnable, les gens se font la guerre, mon Dieu. » Mais la deuxième chose, c'est ontologique, c'est il y a une bonne raison. Et ce discours ontologique est pour Schmitt identiquement un discours théologique. Alors là, il faut rendre justice à, c'est surtout Heinrich Meyer, récemment, qui a, depuis une quinzaine d'années, qui a développé ce point de la distinction de la théologie politique et de la philosophie politique chez Schmitt. Et alors justement, l'un des points intéressants, c'est qu'Heinrich Meyer a été traduit en français en 90, pas les plus récents, mais qu'en 96-97, c'est en anglais qu'il est traduit, et pas encore en français. Mais il est vrai que les philosophes français, on peut lire l'allemand. J'ai vu se balader quelque part une théologie politique en allemand, là, dans cette salle. Alors que les philosophes anglais ont tendance à, de temps en temps, anglophones plutôt, ont tendance à ne pas lire l'allemand. Et puis, il y a un troisième discours schmittien qui est un discours normatif. Et ça, il faut revenir à la profession d'origine de Schmitt. Il est juriste. Et je dirais que ça explique beaucoup de choses. Et étant juriste, il a un discours normatif, c'est-à-dire quelque chose qui tient de la dogmatique juridique, qui est « voici ce que dit le droit tel que je l'observe », et qui tient aussi de la normativité juridique. Et ce que j'observe, c'est quand même, étant donné ce que j'ai dit de l'empirique et de l'ontologique, c'est quand même ce qu'il y a de mieux. Et c'est ce qu'il a appelé, qui est un moment historique, le droit public européen, pour lequel, je crois, il a beaucoup emprunté à la théorie positiviste du droit international, et d'abord à Vattel, à Émeric de Vattel. Vattel se trouvait être bizarrement à la fois un disciple de Leibniz, enfin, un wolfien, qui lui-même, de Christian Wolff, qui lui-même se pensait un disciple de Leibniz. Et en même temps, Vattel est un positiviste, c'est celui qui dit, par exemple, il ne faut pas se poser la question de la guerre juste, toute guerre est juste, et il y a des justes ennemis. Et les justes ennemis, ce sont les ennemis officiels, militaires, uniformisés, labellisés. En revanche, les maquisards, les résistants, ce sont des partisans. Vattel n'emploie pas le terme partisan. C'est Schmitt qui l'emploiera. Et quand Schmitt distingue l'ennemi réel de l'ennemi absolu, c'est un discours normatif. N'est-ce pas ? Par parenthèse, pour cette raison, je ne pense pas que Schmitt soit nihiliste. Il est très difficile quand on a cette construction de juriste, d'être considéré comme nihiliste. Mais enfin, là, je n'entre pas, dans le texte, j'entre un peu dans les détails. J'ai une comparaison Schmitt, Nietzsche. J'utilise beaucoup les travaux de Granier là-dessus sur Nietzsche. Bon, mais pour l'instant, je m'en tiens donc, si vous voulez, dans cette petite introduction, à expliquer, à signaler qu'il y a un monde de Schmitt, il y a une vision schmittienne, qui est ontologique, qu'il appelle théologique, et il y a un discours juridique, normatif, et je dis bien normatif juridique, et pas normatif moral, parce que l'un des points de base, c'est chez Schmitt, c'est que si on se met à agir pour des raisons morales, c'est en politique, c'est le meilleur moyen pour créer une violence déchaînée et finalement totalement incontrôlable. N'est-ce pas ? De ce point de vue, il a lu Machiavel aussi. N'est-ce pas ? Et il a lu Hobbes et pas mal d'autres gens.
D'où la distinction entre l'ennemi réel et l'ennemi absolu. Mais dans le texte, je montre que quand il parle du partisan, la force de son raisonnement sur lui-même est telle que le partisan lui-même n'est pas nihiliste. Même le partisan, il y a deux partisans, le partisan qui est inscrit dans un sol, ce qu'il appelle tellurique, et le partisan qui veut tout changer universellement, même le partisan d'eux n'est pas nihiliste. Bon, ceci, je n'y reviendrai pas sur le nihilisme de Schmitt. Alors, ceci étant, je vais donc me borner, si vous voulez, à deux choses. J'ai un plan qui est long, j'ai dit, je vais simplement essayer, à propos, dans mon texte, il y a une erreur dès le début, c'est la théologie contre la philosophie, la décision contre le contrat, et non pas la théologie contre la politique. Je vais donc essayer d'exposer, et là ça va être pour vous assez simple, car tous ceux d'entre vous qui ont le Schmitt, c'est la base. Pourquoi il appelle ça théologique? Enfin, je veux bien, Schmitt est théologien comme je suis champion de son hauteur, n'est-ce pas? C'est quand même curieux, une théologie qui laisse de côté l'une des choses importantes de la théologie, c'est l'idée de la bonté infinie de Dieu, n'est-ce pas? Au moins dans la théologie des religions du livre, et même les théologies, quand il y en a, les dieux. Alors là, dans la généalogie des dieux, ça, c'est différent. Chez Hésiode, c'est autre chose. Chez les hommes, c'est autre chose. Mais enfin, il y a quand même toujours un petit problème qui est, est-ce que les justes sont récompensés? Bon. Eh bien, là, pour Schmitt, il s'en fout totalement, n'est-ce pas? Sa théologie est curieusement complètement vide, complètement, je veux dire, absente du problème du juste, du problème du pardon, du problème de la récompense des bons, etc., et de la punition des méchants, n'est-ce pas? Vous allez voir, sa théologie est autre chose. Bon. Alors, qu'est-ce que, si vous voulez, à quoi revient, pour l'essentiel, la théologie de Schmitt? Eh bien, ce qu'il appelle sa théologie, parce que pour l'instant, je partirai de ce qu'on pourrait appeler le décisionnisme antiphilosophique de Schmitt, n'est-ce pas? Eh bien, c'est presque un syllogisme, n'est-ce pas? Existentiellement, l'identité personnelle est d'abord polémique. Dis-moi qui est ton ennemi, je te dirai qui tu es. Et tout être humain est par conséquent symboliquement un combattant structuré par la lutte contre l'ennemi. La différenciation est inimitié. Être, c'est être différent. Être différent, c'est avoir un ennemi. L'identité ici, quel que soit le type de société, n'est jamais choisie. Elle est toujours attribuée. Que ce soit dans les sociétés dans la sociologie s'est habituée à la suite de Durkheim et de Schoenrhein-Riemann à distinguer entre société à identité prescrite et société à identité acquise. Bon. Même dans les sociétés où l'identité est de manière prédominante acquise, l'inimitié est une prescription sociologique, donc ontologique. On peut choisir ses amis, on ne peut pas choisir de ne pas avoir d'ennemis. J'indique en passant que Schmitt est totalement indifférent à la différenciation des sexes, de savoir si, par exemple, il y a une vision féminine différente et autonome de l'existence polémique. Deuxième point, être, c'est donc être politiquement. Mais attention, ce n'est pas au sens aristotélicien. Le politique est entièrement fondé sur l'antagonisme irréductible d'ennemis autoréférents, ou plutôt dont la référence commune est précisément l'inimitié qui les structure en les opposant. Cette proposition n'est pas psychologique, elle n'est pas sociologique, pour lui, elle est ontologique. 3, et c'est là qu'entre sa théologie, la guerre est inscrite dans la politique comme le mal dans la création, elle-même issue d'un combat divin. C'est pourquoi, et là c'est très important, la guerre n'a pas de justification morale ou rationnelle vis-à-vis de la raison universelle, c'est-à-dire de la raison de la rationalité axiologique, en valeur, d'une rationalité unie. Elle n'a pas de valeur normative, je cite Schmitt, mais seulement une valeur existentielle insérée dans la réalité d'une situation de lutte effective contre un ennemi réel. Et c'est seulement quand l'ennemi réel existe qu'il est logique, d'une logique exclusivement politique, en dehors de toute finalité rationnelle et de toute abstraction normative, de lui faire la guerre.
Il ne saurait donc y avoir de guerre juste. C'est une contradiction in adjecto. N'est-ce pas ? Ce qui, d'un point de vue moral universel, qui suppose que chaque partie ne juge pas sa cause bonne seulement parce qu'elle est la sienne, rien, aucune norme, aucune finalité rationnelle, aucun idéal social ne peut justifier que les êtres humains se tueraient les uns les autres en son nom. Si quelque chose justifie la guerre, je mets entre guillemets, c'est la nécessité existentielle de la survie du groupe particulier dont l'existence est légitime parce que l'existence individuelle de ses membres en dépend. Autrement dit, cette justification existentielle n'est pas rationnelle parce qu'elle est particulière ou singulière. Je me suis toujours paumé là et là, il faut voir entre singulier et particulier, là les ceintures noires, enfin les gens sérieux me diront. Enfin, elle n'est pas rationnelle dans son terme, n'est-ce pas ? Parce qu'elle est particulière, elle est locale, dirons-nous. Et j'insiste sur ce point, peut-être que j'y reviendrai, mais je ne sais pas, je dois dire que pacifistes et schmittiens sont d'accord en se prenant mutuellement à contre-pied. N'est-ce pas ? C'est-à-dire que Schmitt accorde tout à fait à une théorie pacifiste conséquente l'idée que rien ne justifie la guerre, que rien en raison, rien en morale universelle ne justifie la guerre. Donc, il n'y a pas, à ses yeux, de guerre juste, comme pour les pacifistes, où toute guerre est juste, dans certaines conditions. Bon, vous pouvez dérouler le syllogisme à l'envers. Un monde sans guerre serait un monde sans politique. Un monde sans politique serait un monde sans inimitié. Un monde sans inimitié serait un monde sans être humain. Et alors, évidemment, déroulé à l'envers, le syllogisme gagne une force polémique par la liaison essentielle qui est établie par la médiation du politique entre inimitié et humanité historique. Le politique trouve alors sa source fondatrice dans les concepts théologico-politiques. D'où la thèse que Hans Blumenberg critiquera et détruira, et Schmitt essaiera d'y répondre quand il rééditera sa philosophie politique, qui est la thèse de la sécularisation des concepts théologico-politiques. N'est-ce pas ? Si le monde moderne laïcisé reste humain, dit Schmitt, c'est parce qu'il n'est que la sécularisation de concepts théologico-politiques. À moins que le libéralisme ne réussisse à déthéologiser et à dépolitiser le monde, mais le prix à payer sera une agressivité toujours plus intense, mais libérée de toute valeur. Là, qui sort, là, on ne sait pas très bien. Autrement dit, la question de Schmitt, c'est le politique ne peut pas être compris philosophiquement, il doit l'être dans ces termes théologiquement. Pourquoi ? Parce que l'humanité n'est pas rationnelle en valeur. Elle est existentielle, c'est-à-dire qu'elle est, je montre dans le texte qu'il y a un universalisme, c'est Schmitt, c'est l'universalisme de la rationalité instrumentale. Qui veut la fin doit vouloir les moyens. Et de ce point de vue, on peut considérer que les hommes, y compris les esclaves, c'est pour ça qu'ils n'en sont que plus dangereux, même si Schmitt est très silencieux sur les esclaves, mais sa conceptualisation, c'est que l'esclave est un ennemi vaincu. Ou inversement, parce qu'il est esclave, il est un ennemi potentiel. Bon. Mais l'esclave a, justement, il est ennemi potentiel parce qu'il a la même rationalité instrumentale que le maître. Mais il n'y a pas de rationalité en valeur commune. Donc le politique suppose comme racine et comme horizon un seul monde, et c'est là qu'il salue Hobbes en disant lui il a compris, après il déraille à cause du contrat, n'est-ce pas ? Le contrat, mais il déraille après, mais avant il a compris qu'il y a un seul monde où l'homme est un loup pour l'homme et l'autre est mon enfer. Dans le second, dans ce qu'il appelle la compréhension philosophique, le politique suppose un seul monde de la coopération bienveillante où la juste paix peut triompher parce qu'elle est moins coûteuse pour l'humanité. La raison, à ce moment-là, est économie. Elle est économe. Elle est aussi économiste, pour certains. Et
le résultat attendu par Schmitt est que dans le monde de la raison économe, l'agressivité n'aura plus de borne ni de valeur pour la limiter, puisqu'elle sera être présumée en soi la valeur. Agressivité commerciale, agressivité entrepreneuriale, agressivité dans la défense de mes droits, agressivité de tous les porteurs de droits ou d'actions boursières. Comme je l'ai indiqué, pour Schmitt, la figure du bourreau, qui est, l'une des sources de Schmitt, vous savez, c'est toute la pensée catholique contre-révolutionnaire. Joseph de Maistre, Juan Donoso Cortés. Et la figure du bourreau est tout à fait capitale. Pourquoi? Parce qu'à la racine du social, il y a le mal, il y a le sang. Et le gouvernement, pour maintenir l'ordre, ne peut combattre le mal que par le mal. La violence que par la violence. Donc, à la base des relations internes, il y a le bourreau. À la base des relations internationales, nous supposerons pour l'instant que ces deux types de relations appartiennent à deux mondes différents, l'un qui est le monde que la sociologie a étudié empiriquement, et l'autre, l'idée de monde fondée sur l'absence de société internationale, et l'absence de communauté internationale. Donc, dans le monde interne, le bourreau, dans le monde international, le guerrier. Le point de vue de la théologie positive de Schmitt, où l'espérance de l'universelle réconciliation dans la paix n'a par définition nulle place, le conduit à un rejet politique de la philosophie rationnelle. Je propose l'interprétation suivante, enfin l'interprétation non, une simple paraphrase suivante. Je crois que Schmitt dirait que tant que le trio mal, mort, survit, qui est un peu mal, à la base, puisque à la base, il y a la lutte éternelle de Dieu contre Satan, la création elle-même est le produit d'un combat divin. Il y a mal. N'est-ce pas? Et moi, je suis extrêmement frappé de voir, alors empiriquement, tout simplement, comment la référence à Satan est présente dans chaque fois qu'il y a guerre. Hein, je veux dire, ça, alors on peut faire porter ça à l'arme atomique. À un moment, Schmitt le dit, c'est à cause de l'arme atomique. C'est curieux comme ça. Alors ça nous donne l'empire du mal, l'empire du mal réganien, enfin, etc. Mais quand vous remontez, vous avez, et là, l'Iran n'avait pas tellement... C'est le grand Satan, d'un autre sinistre veillard, Ruhollah Khomeini, n'est-ce pas, le grand Satan. Il y a aussi le petit Satan, qui était Saddam Hussein, n'est-ce pas, avant que Saddam Hussein dise qu'il y a un autre Satan chez les États-Unis. Bon, vous avez continuellement la présence de l'ennemi absolu. Et elle est présente, y compris dans le droit public européen. De ce point de vue, la guerre de 14, toujours empiriquement, est intéressante. Elle a été bien documentée, récemment par Hugh Strachan, mais aussi par Audouin Rousseau et pas mal de gens. La guerre de 14 est la dernière guerre du droit public européen, c'est-à-dire une guerre qu'on déclare dans les formes, où chaque guerre est juste, de ce point de vue de chacun, la guerre est juste, etc. Et en même temps, l'une des formes où se développe avec une force gigantesque l'idée de croisade, l'idée que chez l'autre, il y a tout le mal, que c'est une lutte pour nos valeurs, et nos valeurs sont les seules bonnes. C'est l'humanité contre l'inhumanité, déjà en 1914. Hein, plutôt que de... Alors, ces livres sont très lourds à lire. Alors, moi, je conseille de passer 3 minutes. Vous écoutez la mélodie de Claude Debussy, en 1916 ou 15, Noël pour les enfants qui n'ont plus de maison. Noël, joyeux Noël pour les petits Polonais, les petits Serbes. Les Allemands, ils ont brûlé l'église et Monsieur Jésus-Christ. Ça, c'est Noël pour les enfants qui n'ont plus de maison. Hein, donc vous avez le mal, c'est ça, pour Schmitt. Mort, n'est-ce pas? C'est-à-dire le mal produit la mort. De ce point de vue, c'est peut-être le seul point, parce qu'il a quand même lu la théologie comme ça, assez rapidement. La mort est le fruit du péché. Mal, mort. Survie. Dans ce monde, il faut survivre. On ne se bat que contre un ennemi réel. Quel est l'ennemi réel? C'est celui qui veut que je ne survive pas. Là, il a pris ça. Où il a pris ce raisonnement? Là, sur la survie. Il l'a pris dans l'état de nature obsien. Alors, tant que ce trio mal, mort, survie n'a pas fait place au trio maladie, l'humanité est malade, mais elle pourrait peut-être, ça a mal commencé, mais elle pourrait peut-être être en bonne santé.
traitement, par conséquent, médical, préventif, à administrer à la source, dans le gène, par l'éducation, enfin bon. Et enfin, autorégénération et recréation, tant que ce trio-là n'est pas apparu pour remplacer le premier, et lui il considère que ce trio maladie, traitement, régénération, c'est le trio libéral, n'est-ce pas? C'est-à-dire, en gros, la maladie, c'est ça qu'il reproche à Hobbes. Il a vu le problème, il n'a pas vu la solution. La maladie, c'est l'état de nature, c'est la barbarie, et l'état de nature peut être aussi bien l'état civil, quand Marx dit que l'état de nature de Hobbes, c'est l'état bourgeois, c'est l'état d'exploitation bourgeoise. Bon, l'état de nature, traitement, le traitement, c'est le contrat, c'est la logique du contrat social. Parce que la logique du contrat social est très importante, c'est la soumission de tous à tous. Il n'y a pas d'hiérarchie, il n'y a pas d'ennemi. Le contrat social hobbesien, c'est une révolution. Ce n'est pas le contrat entre celui du dessous et celui du dessus. C'est un contrat qui est horizontal et qui va créer quelque chose, qui va être au-dessus, mais parce qu'il sera nous tous. De ce point de vue, on voit comment, là, je rejoins, il me semble que c'est ce que j'ai compris de la fin de la réponse, enfin de l'exposé de Balibar, on voit comment l'état hegelien est présent, là, comme ça, comme en filigrane, n'est-ce pas? C'est-à-dire la réconciliation de la subjectivité et de l'objectivité. Bon, et enfin, autorégénération, recréation, c'est-à-dire l'idée qu'à ce moment-là, un homme nouveau peut apparaître, non pas par la vertu de la purgation guerrière ou révolutionnaire, car pour Schmitt, la guerre ne purge rien, elle permet de survivre, c'est tout, mais par la vertu du travail de l'humanité sur elle-même. Alors, je vais tout de suite à l'essentiel, parce que je passe beaucoup de temps. Enfin, l'essentiel, c'est que ce travail de l'humanité pour elle-même, sur elle-même, peut aboutir, dans une optique libérale contemporaine, à changer la signification de l'ennemi. Et là, je rejoins tout à fait, ça j'ai entendu la fin de son exposé, c'est-à-dire l'idée que, enfin, je ne sais pas si c'est ce que tu pensais, ou bien si tu citais quelqu'un, c'est l'idée que l'humanité... Il n'y a pas l'humanité à l'ennemi en elle-même, mais pas au sens de Schmitt. C'est-à-dire qu'au sens de Schmitt, l'humanité, l'inimitié signifie qu'il y a des partis contre des partis. Et finalement, ce sont tellement des partis qu'il n'y a pas de tout. N'est-ce pas? Il n'y a pas de tout appelé humanité. Au contraire, si on essaye de faire un tout de l'humanité, c'est là, dit Schmitt, que l'on détruit le maximum de gens. Parce qu'on fait la guerre pour la morale. Il ne faut jamais faire la guerre pour la morale. Donc il n'y a pas d'humanité, il y a des partis, et ces partis sont ennemis les unes des autres, tout le problème étant de distinguer l'ennemi réel de l'ennemi absolu. Si on fait l'ennemi absolu, alors ça devient l'ennemi imaginaire, et c'est terrible, parce qu'il se renouvelle. Avec l'ennemi réel, il est là, il est territorialisé, il est sur la terre, et ainsi de suite. Bon, comme ça, il apparaît là, et ne me demandez pas pourquoi, il est là, l'ennemi réel, les Allemands, pour les Français, des choses comme ça. Quand l'humanité, le nouveau trio mal-traitement, maladie, traitement, régénération, suppose que l'humanité a un ennemi en elle-même, c'est-à-dire que chaque homme est son propre ennemi. Ce qui veut dire que l'humanité, à ce moment-là, d'une part, internalise l'ennemi, mais ça, vous savez, ce sont des trucs, c'est très dangereux d'internaliser l'ennemi. Hein, vous savez, en tuant l'autre, je tue en moi mon propre péché. Hein, ça, c'était le discours des chiites iraniens au début de l'ère communiste, n'est-ce pas? En tuant l'autre, je tue en moi mon propre péché. Donc, internaliser l'ennemi, sauf que là, il n'internalise pas, il externalise, puisque le péché qui est en moi, c'est l'autre qui le porte, donc je l'externalise. Bon. Donc, l'idée d'internalisation suppose que l'humanité n'a d'autre ennemi qu'elle-même, c'est-à-dire dans le mal qu'elle fait à l'écosystème. Et en faisant un mal à l'écosystème, elle se fait à elle-même un mal. Et je dirais que s'il y a un point valide dans la théorie politique écologique, c'est le fondamental, c'est l'idée de transformation de l'ennemi. L'ennemi est toujours là, mais cet ennemi n'est pas l'homme pour l'homme, cet ennemi est la façon dont l'humanité fait du mal à elle-même en détruisant l'écosystème. Vous avez une
une allusion à ça dans la comparaison avec Schmitt que fait Bruno Latour à la fin de son livre un peu idiosyncratique, mais que je trouve très intéressant, Politique de la nature. C'est dans lequel, autrement dit, il y a bien l'inimitié, il y a un régime schmittien de l'inimitié, mais ce régime schmittien de l'inimitié peut être remplacé par un autre régime de l'inimitié. Schmitt récuse ça. Je ne peux pas entrer dans le détail. Il y a certainement quelque chose de très profondément hostile au libéralisme, hostile à la soumission par contrat chez Schmitt. Pour Schmitt, là, c'est très banal, c'est très classique. Pour Schmitt, si on se met à dire que tous les hommes sont en valeur les mêmes, que si tous les hommes ont une dignité égale, eh bien, c'est la voie vers la décadence et surtout, c'est la voie vers la plus grande violence. Donc, il faut distinguer les rachetés des non-rachetés, les élus de ceux qui ne le sont pas. Je passe sur les jugements que Schmitt porte sur Fichte et j'en viens à quelque chose qui me paraît tout à fait... parce qu'il faut reconnaître quand même à Schmitt une sorte de, par moments, des fulgurances qui sont tout à fait remarquables, c'est la critique de la non-théorie politique du libéralisme. N'est-ce pas voici, je cite, « La question de savoir si le principe pur et rigoureux du libéralisme individualiste peut donner naissance à une conception à la question de savoir si le principe pur et rigoureux du libéralisme individualiste peut donner naissance à une conception spécifiquement politique, il faut répondre par la négative. Car si la négation du politique impliquée dans tout individualisme conséquent commande une praxis politique de défiance à l'égard de toutes les puissances politiques et de tous les régimes imaginables, elle n'aboutira jamais à une théorie positive de l'État et du politique qui lui soit propre. Sans nier radicalement l'État, le libéralisme n'a pas su élaborer une théorie positive de l'État ou une réforme de l'État qui lui soit propre. Il s'est borné à vouloir imposer des obligations éthiques à la politique et à la soumettre à l'économie. C'est-à-dire, il y a la pensée, il y a là quelque chose que je trouve personnellement assez puissant. Il n'y a pas de politique libérale sui generis, dit Schmitt. Il peut y avoir une analyse une politique des restrictions de la liberté individuelle par l'État et de sa critique. Il y a une politique commerciale, une politique scolaire, une politique des cultes, une politique de la culture, mais il n'y a pas de politique libérale sui generis, il n'y a qu'une critique libérale de la politique. La pensée libérale élude ou ignore l'État et le politique pour se mouvoir dans la polarité caractéristique et toujours renouvelée de deux sphères hétérogènes, la morale et l'économie, l'esprit et les affaires, la culture et la richesse. Je dirais que dans les termes de la science politique empirique actuelle, celle au moins pour qui il n'y a pas d'éthique des affaires en soi, n'est-ce pas? Elle ne se déduit pas du... Enfin, plutôt pour la science politique qui pense que le marché n'est pas une éthique, eh bien, il y a une science politique de la politics, c'est-à-dire des affrontements partisans. Il y a une science politique des policies, c'est-à-dire des produits gouvernementaux. Il y a par conséquent une philosophie des politiques publiques, il y a une philosophie de l'affrontement politique, mais le politique en soi n'y fait pas de sens. Ça claque comme une guillotine, n'est-ce pas? Bon. Moi, ça ne m'impressionne pas, parce qu'après tout, j'aurais envie de dire à Schmitt, et si la grandeur du libéralisme était justement dans une théorie négative de l'État, enfin, on ne va pas aller chercher jusqu'à présent. Alors, voilà ce que, dans le texte, j'essaye de montrer qu'il y a des connotations et des choses qui sont, ça rappelle des choses actuelles, mais ce sur quoi je voudrais insister, c'est que, à partir de ce cœur, on ne peut pas, et là je suis assez volontiers Jean-François Kervégan, je crois d'abord qu'il est évident que Schmitt récuse la philosophie politique, parce qu'il a une conception de la philosophie politique qui me paraît d'ailleurs, personnellement, je la trouve assez sympathique, qui consiste à dire une vraie philosophie politique, ça doit penser contre la violence.
Hein, ça doit penser ça doit parler d'un monde de violence, mais ça doit penser contre la violence. Mais si on pense contre la violence, dit Schmitt, eh bien alors on manque l'ontologie politique. Il faut penser, terrible de le dire, il faut penser pour la violence, tout en disant que la violence est, le point de vue là, la violence est quelque chose qui est en soi la négation de la raison, en soi, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'il n'aimerait pas les distinctions qui sont là au tableau derrière, ultra-subjective, ultra-objective, la violence. C'est un discours, je dirais, d'avocat qu'il tient, Schmitt, n'est-ce pas? En gros, n'est-ce pas, soyez raisonnable, dit-il, de deux choses l'une, ou bien la violence est quelque chose dans lequel il y a des bonnes violences et des mauvaises violences, et alors là, mon pauvre ami, vous allez dans la justification des violences les plus terribles au nom de la bonne violence et de la moralité universelle. Ou bien, n'est-ce pas? Ou bien, il faut dire que la violence, c'est la violence, qu'elle a l'espèce de puissance en soi, qu'elle est là, et que dans ces conditions, il faut penser la violence, non pas en prétendant la soumettre à la moralité, mais en prétendant, comment dire, opposer la violence à la violence. Vous savez, il est assez banalement, me semble-t-il, machiavélien, de ce point de vue. De manière assez si on peut être banalement machiavélien, parce que chaque fois qu'on regarde Machiavel, on se dit que diable, ça nous amène... bon. Alors, à partir de là, j'ai suivi la thèse de Kervégan, c'est-à-dire le fait que Schmitt ne peut pas être entièrement décisionniste, c'est-à-dire qu'il établit, il y a quand même une rationalité normative chez Schmitt, mais non normativiste, ce que Kervégan appelle le refus de la mauvaise infinité du normativisme. Grosso modo, chez Schmitt, la décision est préalable à toute norme, parce que si on fait reposer l'action sur des normes, on remonte toujours à une norme que finalement, qui est inatteignable, ou alors si elle est atteignable, elle est morale. Et comme elle est morale, elle est dangereuse. Puisque c'est toujours au nom de la morale que les hommes se sont fait le plus grand mal. Ergo, donc là je développe tous les efforts qui ont été faits. Alors je laisse de côté, parce que j'y reviendrai, si on me le président me donne encore 10 minutes, je reviendrai là-dessus, tout à fait à la fin. Je laisse de côté la question de savoir si on peut construire un monde comme ça, où il y a la norme d'un côté, la décision de l'autre. Enfin ça, et aussi le monde... bon. Donc d'un point de vue, dit Kervégan, Schmitt montre qu'il y a du décisionnisme dans le libéralisme, parce que sinon on remonte sans arrêt à une norme dont on ne trouve pas la fin. Et ça, il est vrai, Schmitt étant un juriste, a beaucoup lu Hans Kelsen. Et toutes les apories logiques de la norme fondamentale, de la Grundnorm, qui est à la fois à la base de la science juridique, mais qui en même temps n'est pas du droit, puisque le droit suppose qu'il est posé par une volonté historiquement repérable. Bon, alors d'où elle sort? Bon, donc, cette norme morale, c'est la mauvaise infinité du normativisme. Bon. Dès lors, pour détruire Schmitt, on s'y est pris pour détruire Schmitt. Personne ne cherche à détruire Schmitt, mais pour essayer de penser autrement et contre lui, on s'y est pris de plusieurs manières, que je vais rapidement, simplement résumer. La première, ça consiste à dire, ça me paraît la plus importante, c'est à dire que à la base, il n'y a pas de la norme, il n'y a pas la moralité, il y a la juridicité. Autrement dit, la philosophie kantienne est une philosophie du droit et n'est pas une philosophie morale. Voilà la thèse. Elle a été reprise par M. Hayek, qui dit « J'ai repris Kant et j'ai compris, grâce à Mme MacGregor, qui l'a commenté, à 75 ans, Hayek, il a la parano en roue libre, il peut tout se permettre. Il peut dire « J'ai repris Kant, que je n'avais pas vu depuis que j'avais pas lu depuis que j'avais votre âge. » Enfin, puis c'est une philosophie du droit. Bon, il y a quelque chose de très important là-dedans, c'est pour ça que je passe beaucoup de temps sur Hayek, et parce que ça consiste à dire qu'à la base de la normativité, il y a la juridicité et non pas la moralité. Et qu'à ce moment-là, ça change.
Parce que la juridicité, elle, est à l'abri de la mauvaise infinité du normativisme moral. La juridicité, elle suppose qu'il y a dans le social un droit spontané qui n'est pas simplement une moralité, car les moralités, il y en a plusieurs, mais il y a un droit. Alors vous avez deux variantes de ça. Vous avez la variante hayekienne, qui a été reprise par des économistes indiens d'ailleurs, comme Deepak, qui est ancien à Californie, Deepak Lal, etc., qui consiste à dire cette juridicité de base, c'est la loi de l'échange. Et puis vous avez une autre voie, que les premiers d'ailleurs ne récusent pas, qui est cette juridicité de base, ce sont les droits de l'homme. D'où un texte échappé à Schmitt par les droits de l'homme. J'ai commenté là, je le fais en plusieurs endroits, surtout Jean-Marc Ferry, son ouvrage pour un État européen. Autrement dit, l'une des premières forces là, et qui était pour échapper à Schmitt, au monde de Schmitt et à sa vision, c'est de poser à la base de non pas la normativité morale, mais la normativité juridique. J'ai essayé de montrer dans le courant de mon texte qu'il est très difficile de tenir cette position. Je l'ai trouvé tenue à un moment où on ne parlait pas de ça, et d'ailleurs par quelqu'un qui est un juriste italien, Roberto Ago. Les juristes italiens sont probablement de toute l'école de droit international européen, plus encore que les Allemands, ceux qui sont le plus travaillés par la logique et la philosophie. N'est-ce pas ? C'est comme ça. Je ne vois pas par opposition aux juristes français. Les grands juristes de droit international italiens sont des gens qui connaissent la philosophie analytique, qui connaissent la grande philosophie. Bon. Et donc Roberto Ago défend l'idée de droit spontané, sans jamais citer Hayek d'ailleurs. Et j'ai superposé l'effort de démonstration de Ago avec la démonstration d'Hayek sur l'idée d'ordre spontané. J'ai beaucoup critiqué Hayek pour montrer qu'à mon avis, Hayek est aussi hérisson que Schmitt, c'est-à-dire qu'à la base du politique, il pose une chose et une seule, c'est-à-dire l'idée de l'échange entre des gens qui ne sont liés que par des règles négatives. Et ces règles négatives et d'ailleurs, il a un point, il dit, si l'État doit avoir des buts substantiels positifs, alors oui, cela crée la politique de Schmitt. C'est-à-dire l'ami-ennemi et l'inimitié sans fin. L'État ne doit avoir que des buts abstraits négatifs. N'est-ce pas ? Donc c'est l'idée que le politique est échange, il n'est pas commandement, il est abstention et non pas action, ce qui est quand même, il faut le faire, hein, contre Schmitt qui prend la position absolument inverse. Et du coup, ça m'a fait comprendre pourquoi Hayek cite Schmitt si souvent, enfin, pas assez fréquemment. Bon, si l'on écarte ça, c'est-à-dire si l'on écarte, j'ai essayé de montrer pourquoi. Mais là, l'idée de spontanéité de la juridicité, par les droits de l'homme, suppose, ça ne tient pas. Ou du moins, ça ne tient pas dans l'état actuel des choses. Ça peut tenir ultérieurement, mais ça ne tient pas. J'ai montré aussi comment, quand on essaye de transférer ça sur la société, c'est-à-dire il y a un droit objectif qui viendrait de la société, ça c'est Léon Duguy, qui est en quelque sorte une sorte de laïcisateur de Christian Wolff, ça ne tient pas non plus, parce qu'on se heurte toujours à la question qui est qu'il n'y a pas de droit s'il n'y a pas soit volonté, soit rencontre de volonté. Et que le droit spontané, Ago dit le droit spontané est celui qui est le plus aisément exécuté. Ça ne tient pas debout. Parce que dans ces conditions, on nous défend, on nous dit que les droits de l'homme sont du droit spontané. Mais le droit spontané, comme chacun le sait, les droits de l'homme, c'est ce qui est le plus fréquemment violé. C'est même ce qui est... Je dirais que peut-être il y a quelque chose de spontané dans les droits de l'homme. Acceptons l'idée de programme génétique qui se développe. Mais justement parce qu'il est spontané, il est le plus aisément violé, et Schmitt ricane à ce moment-là. Ce que j'appelle, enfin dans mon texte, sans arrêt, revient à ce que j'appelle le sénile ricanement de Schmitt. Sans arrêt.
C'est un ricaneur, Schmitt, c'est un triste ricaneur. Il y a de la perversion. Alors là, du point de vue de la vision schmittienne du monde, c'est une vision perverse. Et donc j'essaye de montrer que le problème de la juridicité, on ne peut pas résoudre ça par idée de juridicité initiale, on ne peut pas résoudre, et à ce moment-là se pose le problème de la deuxième solution qui consiste à dire, eh bien, ce qui a changé, c'est le monde tout entier, physiquement, n'est-ce pas ? Alors vous pouvez additionner là-dessus, si vous voulez, d'un côté Hans Blumenberg et de l'autre côté Hans Jonas, si vous voulez, les deux Hans du panier. La première, c'est que simplement Blumenberg dit que ne me racontez pas d'histoire avec toutes ces histoires de laïcisation, de concepts, de sécularisation de concepts théologiques. Il n'y a plus de concepts théologiques. C'est le monde de l'auto-assertion. Et le monde de l'auto-assertion est un monde qui ne peut pas supposer une sorte de rationalité universelle par-dessus, qui serait couvrante. Et Blumenberg dit, le drame, le problème, c'est qu'on ne sait pas pourquoi, ça lui non plus, il ne dit pas, on ne sait pas pourquoi, il s'est quand même maintenu dans la modernité, à côté de l'auto-assertion, qui suppose que simplement, il ne peut y avoir que des arrangements, il n'y a jamais de trucs couvrants. Eh bien, il s'est quand même maintenu l'idée qu'il fallait un universel. Alors que le monde de l'auto-assertion n'a pas d'universel. Je comprends pourquoi Schmitt a bien lu Blumenberg. C'est que Blumenberg raisonne comme Schmitt. Il n'y a pas d'universel. Mais Blumenberg dit attention, cette absence d'universel dans l'auto-assertion, ça ne veut pas dire que c'est l'universalité de la guerre. Ça veut dire que c'est l'universalité de la rencontre, de l'échange, du marchandage, de la délibération, tout ce que vous voulez. À côté, malheureusement, ça je ne sais pas pourquoi, l'humanité elle est comme ça, hein, et il s'est maintenu l'idée d'un universel. Et Blumenberg dit, débarrassons-nous de l'universel, gardons l'auto-assertion. Deuxième point, chassé par la porte, l'universel revient par la fenêtre. C'est-à-dire, c'est la deuxième chose, l'humanité a maintenant un ennemi, c'est le mal qu'elle fait à l'écosystème. Le problème, l'ennui dans tout ça, c'est qu'on n'a pas encore, pour être bref, craqué le problème suivant, qui est que même si l'on admet, et ce qui me paraît tout à fait juste, l'idée que des normes n'ont pas à être causées par une volonté et un pouvoir pour être reconnues par un ensemble, et peut-être même par l'univers. Chose que Schmitt dénie. Et que ces normes, qui ne sont pas causées, peuvent être cependant des choses qui ne créent pas la guerre, justement parce qu'elles ne sont pas causées, et qu'il y a une reconnaissance de l'humanité. Autrement dit, admettons que le concept de communauté internationale, qui est, comme chacun sait, pour Kant, un horizon transcendantal, quelque chose qui permet de penser le droit international, mais qui n'est pas un concept empirique. Quand on nous dit la communauté internationale veut, vous allez remarquer que la communauté internationale, elle est portative, n'est-ce pas? De temps en temps, elle est là, tout le temps, de temps en temps, elle n'est pas là, n'est-ce pas? Elle a été là pour le Kosovo, la communauté internationale veut ci, la communauté internationale veut là, etc. Moi, ça me donnait des boutons. Elle a complètement disparu, la communauté internationale, du 11 septembre à aujourd'hui. Elle revient parce que maintenant qu'on a pris Kaboul, on se dit qu'est-ce qu'on va faire? Alors ici, il y a retour de la communauté internationale. Entre-temps, n'est-ce pas, c'est ce que j'appelle les apparitions à éclipse de M. Kofi Annan, n'est-ce pas? Tchac, tchac, comme ça. Bon, donc, mais il est quand même possible de penser que la communauté internationale cesse d'être un horizon transcendantal pour devenir quelque chose qui est de l'ordre de l'empirique. On peut admettre ça. Mais alors, le problème qui se pose est, les normes ne sont pas causées, mais la force obligatoire des normes, elle est causée. Elle est causée par ce que, faute de mieux, j'appellerais des volontés instituées. Ou, en termes plus de sciences politiques, des institutions où tout se passe comme s'il y avait une volonté. N'oublions pas Bourdieu. Hein, des institutions qui donnent l'impression que tout se passe comme s'il y avait une volonté, mais bon, d'accord. Mais justement, c'est ça qui cause la force obligatoire.
Ce n'est pas, et la force obligatoire n'est pas la force qui est appliquée tout le temps. La force obligatoire, comme chacun sait, c'est quelque chose qui est violé tout le temps. Une force obligatoire qui ne serait pas violée ne serait pas une force obligatoire. Ça serait, on ne dit pas qu'il y a une force obligatoire de la pluie. La pluie tombe, point. Donc la force obligatoire d'une norme doit être causée. Et elle est causée par quelque chose. Et là, nous venons sur le point central, qui est la constitution empirique d'une institutionnalisation de la communauté internationale. Or, cette institutionnalisation empirique n'existe pas. Il faut bien le voir. L'organisation, elle existe si peu que nous avons des choses marrantes. C'est Jean-Marc Ferry dit « Ah ben oui, mais il peut y avoir l'Europe » qui serait le point de vue de la communauté universelle des nations justes. Moi, ça me fait peur, ça, quand j'entends ça. La communauté universelle des nations justes. Vous savez, Rawls, c'est tellement... Là, j'ai tout un chapitre sur Rawls pour montrer qu'il est un allié inattendu de Schmitt. Il est tellement impressionné par Isaiah Berlin, d'un côté, par le pluralisme, et d'autre part, tellement dubitatif, tellement craintif sur l'idée d'une imposition des nations justes aux autres nations, que finalement, il arrive à la question que le droit des peuples, c'est quelque chose de très, très, très limité. Très limité. Bon. Donc, le problème qui se pose n'est plus celui de la source de la norme, morale ou juridique. Le problème qui se pose, c'est celui de la cause qui permet à la norme d'avoir une force juridique. Et là, à ce moment-là, nous sommes devant une aporie que j'appelle l'aporie schmittienne, car Schmitt peut ricaner et dire « bah oui, je suis désolé mes enfants, pour l'instant, les forces, ce sont des forces. Peut-être, hélas, ce ne sont même plus les États, parce qu'avec les États, au moins, on était entre gens bien, ils avaient lu Clausewitz, enfin, ils avaient lu un peu là-bas, comme ça, le droit public européen, on déclarait la guerre, il y avait les conventions de Genève, il y avait les fronts, il y avait l'arrière, il y avait les militaires, et puis il y avait les civils. Bien sûr, ça n'a pas marché comme ça du tout pendant la guerre de sécession, mais on oublie. Et puis alors maintenant, mais il y a quand même toujours le fait qu'il y a des volontés qui causent, et ces volontés qui causent, elles ne se bornent pas à causer autour d'une table, elles causent la guerre. Parce que c'est la condition ontologique de l'humanité qui fait qu'il y a des volontés qui causent la guerre. Bon. Et ce problème-là reste, et il tient, et c'est pourquoi j'arrêterai là, il tient à mon avis, et c'est ce que j'ai mis dans ma conclusion et dans ma dernière section, au fait que, et là c'est un point de vue personnel, du fait que libéralisme et Schmitt, le libéralisme et Schmitt, je définirai dans la discussion, si vous voulez, le libéralisme, libéraux et Schmitt, ont besoin mutuellement l'un de l'autre, parce qu'ils sont l'un et l'autre monistes. C'est-à-dire que, pour moi, il n'y a pas à la base du politique, et il ne peut pas y avoir à la base des discours sur le politique, même si nous passons notre temps à faire le contraire, il ne peut pas y avoir un principe et un seul. N'est-ce pas? Parce que le politique, le politique, c'est proprement parler le social dans la mesure, non pas que l'esthétique est politique, que l'œuvre d'art est politique, que parler affection, art, etc., c'est parler politique. Mais simplement, ce sont des hommes, c'est toujours des hommes sociaux qui, dans des circonstances locales, fabriquent leur système d'action et de justification. Et les fabricants, ils deviennent fabriqués par le mécanisme de l'objectivation. Dans ces conditions, si le politique est quelque chose qui est par nature multifinalisé, eh bien, à ce moment-là, on ne peut pas dire, comme Schmitt, sous couvert de pluralisme, à la base, il y a le plurivers politique. Parce que dire qu'à la base, il y a le plurivers, c'est toujours à la base un seul principe. Et ce principe, c'est le principe de l'inimitié fondatrice. N'est-ce pas? C'est un principe moniste. À la base du libéralisme, il y a le principe que c'est la norme qui crée la décision, c'est le principe de l'unité contractuelle quand on est fondatrice, n'est-ce pas? Et à ce moment-là, les deux se condamnent d'une part à rencontrer des apories et à dénoncer l'aporie de l'autre. Schmitt est très bon pour dénoncer les apories du libéralisme, mais le libéralisme, les penseurs libéraux sont très bons pour dénoncer Schmitt. C'est une... mais en même temps, ils ne peuvent pas, ils ont besoin l'un de l'autre pour s'auto-justifier,
sans pouvoir cependant arriver à convaincre. Le libéralisme moderne est fondé sur l'idée qu'il peut y avoir dans le social tel qu'il est un spectateur impartial, un tiers, dans le social. Pas là-bas, pas chez les oulamas, pas chez les curés, pas chez les prophètes juifs, pas... Non, mais dans l'institution même politique, positive, il y a un spectateur impartial. Schmitt répond qu'il n'y a pas de spectateur impartial. Il n'y en a jamais. Bon. Je crois que ça me paraît quand même pousser le bouchon très loin. Il y a des classes de situations où il peut y avoir des spectateurs impartiaux. Il y a des classes de situations où il ne peut pas. Et effectivement, c'est là que la sociologie rencontre sa limite et que nous rencontrons nos limites, c'est que nous n'avons pas la clé. Nous essayons de la trouver. C'est tout le problème des conflict resolution, early warning conflict, prevention of war, etc. Nous n'avons pas la clé des structures de gouvernance qui permettent d'évacuer, qui permettent de mettre toujours un spectateur impartial. C'est pas en créant des cours, des tribunaux, que l'on créera un spectateur impartial. Parce que, et ça, mon maître René-Jean Dupuy, qui a été le dernier professeur de droit du Collège de France, il est mort il y a quelques années, avait fait un petit article sur les espaces hors souveraineté dans la revue Pouvoir, dans laquelle il montre, de façon très simple, comment la construction d'une communauté internationale est récupérée sans arrêt par les États. Que des notions comme patrimoine commun de l'humanité, comme ça, sans arrêt sont récupérées. C'est-à-dire que sans arrêt, l'ennemi commun de l'humanité va s'incarner dans des États particuliers que d'autres États vont essayer de mettre en accusation. Ce qui s'est passé d'ailleurs à la conférence de Durban récemment en septembre en Afrique du Sud. Dès lors, nous n'avons pas la clé des structures de gouvernance. C'est pourquoi je ne crois pas à la solution universelle donnée par la science, qu'elle soit physique ou sociale. Et ce qui me fait que je considère toujours que la philosophie politique doit être un contexte indispensable des sciences sociales, j'ajouterai vice-versa, c'est que justement la philosophie, elle, peut se permettre de poser des problèmes pour lesquels elle ne prétend pas avoir de solution universelle. Elle ne prétend pas, comme disait Charles Péguy, la philosophie ne découvre pas le monde. C'est déjà beau quand elle a découvert un continent. Elle ne prétend pas avoir, et elle ne prétend pas surtout avoir cette solution la plus, comment dirais-je, la plus roublarde de la science, qui considère, vous savez, j'ai trouvé une théorie, bien sûr, elle est réfutable, mais on verra, en attendant, elle n'est pas réfutée. Hein, c'est bien. Bon, ben la philosophie ne prétend pas ça, et c'est ce qui me fait dire que dans le discours, dans l'étude des discours du politique, la philosophie politique a une place dans la science politique, à côté de la sociologie politique empirique, à côté de la sociologie des structures. Elle a une place et qu'elle ne doit pas se laisser impressionner par les accusations qu'on porte parfois sur elle, contre elle, de scolastique, de discours qui tombent de la chair, etc. La philosophie a peut-être l'avantage d'être du côté de la question, contrairement... Alors c'est toujours la science qui est du côté de la question, non. Hein, la philosophie a peut-être l'avantage d'être du côté de la question. Voilà, merci. Merci. Il nous reste un petit quart d'heure pour prolonger cet exposé par la discussion. Je ne sais pas qui veut ouvrir le débat. Vous avez répondu, juste un mot, vous avez répondu à la fin de la toute dernière partie de votre exposé à la question que je m'étais posée sans cesse à partir de votre titre. J'avais bien compris en quoi Carl Schmitt était l'ennemi du libéralisme, mais je ne voyais pas, jusqu'à la fin, jusqu'à la conclusion de votre exposé, en quoi il en était le meilleur ennemi, vous voyez. C'est ça, parce que c'est le meilleur ennemi, oui. Parce que si vous voulez, je suis parti, ça dès la section 3, je suis parti de l'acceptation, là peut-être que techniquement, j'ai été très convaincu par l'ouvrage de Kervégan de 92, Hegel, Carl Schmitt, n'est-ce pas, et sur l'idée de libéralisme inversé. Et dans lequel Kervégan, il est évident que par-dessous, il pointe Bernard Bourgeois et pointe Hegel, n'est-ce pas, derrière, c'est pas par-dessous, ça se voit, mais de montrer que il y a le décisionnisme de Schmitt,
c'est pas purement, il est anti-normativiste, pour échapper à la mauvaise influence normativiste, et que ça montrait que le libéralisme avait un côté décisionniste. Ça, je l'accepte. Mais je me suis dit, le problème, c'est pas... je trouvais que Kervégan bouclait trop vite la chose en faisant une conciliation hegelienne. C'est pas le coup de glotte là qui avale tout. Et je me suis dit, essayons, partons de là, essayons de voir comment, dans cette opposition, on a essayé de dépasser d'une manière ou d'une autre, n'est-ce pas? Alors, par la notion... c'est pour ça que j'ai passé sur les efforts du kantisme, du néo-kantisme contemporain, Honorat-René, enfin, tous les kantiens qui ont essayé de travailler sur l'idée de devoir non négatif à l'échelle internationale, n'est-ce pas? C'est-à-dire pas seulement le devoir d'abstention, mais le devoir positif, n'est-ce pas? Et ainsi de suite, pour essayer de voir comment se développer et se maintenir cette sorte d'opposition sur laquelle revenait sans arrêt l'idée, oui, mais le problème, c'est que quand vous voulez... Vous savez, la phase de Kant, en théorie c'est bien, mais en pratique, le problème c'est tout simplement, c'est quand vous voulez, à ce moment-là, vous avez le problème de la force et vous vous heurtez à cette question qui est qu'il n'y a pas à l'échelon de la communauté internationale de prétention au monopole de la contrainte physique légitime. Je dis bien de prétention. Alors Habermas dit, ah ben oui, il y a une prétention, c'est celle de l'ONU. Alors évidemment, l'ONU ne ressemble en rien à un Léviathan, il est divisé, choses comme ça. Mais peut-être que pour cette raison, mon Dieu, il est viable, parce que comme ça lui permet d'exercer la violence. On peut justifier philosophiquement pour Habermas la violence de l'ONU parce que l'ONU est divisée. Habermas, à propos de l'ONU, c'est elle interviendra la prochaine fois. C'est ça, la prochaine fois, next time, n'est-ce pas Habermas dit régulièrement, pour cette fois-ci, l'ONU ne peut pas encore intervenir. Donc, il faut que quelqu'un d'autre intervienne à sa place. Mais elle interviendra la prochaine fois. Voilà, d'ailleurs, c'est une... Alors, il y a là une sorte d'effort, quand même, pour craquer cette aporie. Bon. Et à la fin, je me dis, peut-être faudrait-il sortir de cette opposition libéralisme Schmitt, reconnaître que ce sont des principes monistes du coup, je reconnaître. Alors peut-être, alors là, à partir de là, faut-il faire à la guerre sa juste place, n'est-ce pas? Ça, c'est tout à fait un problème, ça, n'est-ce pas? Après tout, peut-on admettre que l'humanisation de la guerre, ça passe par le fait de reconnaître qu'une guerre peut être juste et menée pour restaurer la tranquillité interne, tout en admettant aussi que l'ennemi a ses raisons, qui ne le rendent pas moins ennemi pour autant, mais qui n'est pas un monstre. Moi, je dois dire que dans le moment actuel, depuis le 11 septembre, ce qui m'irrite profondément, c'est cette idée de dire nous combattons des monstres. Mais on ne combat pas des monstres, je suis désolé. Je suis désolé. Osama Bin Laden a ses raisons. Il a ses raisons. Et il a ses causes. C'est pour ces raisons-là. C'est pour ces raisons-là qu'on veut lui péter la gueule, et c'est là que Schmitt ricane. C'est là que Schmitt ricane. Il dit, si vous faites... vous êtes condamné à quelque chose, dit-il. Ou bien vous dites que la guerre est un crime, et alors ce que vous faites est un crime. N'est-ce pas? Ou bien vous dites la guerre est quelque chose, mais alors cessez de traiter l'ennemi en criminel. C'est ça l'aporie logique dans laquelle Schmitt essaye de nous enfermer tout le temps. Oui, moi, j'ai une question, je vais essayer d'être clair, je suis pas encore très à l'aise sur Schmitt, mais moi il y a un problème avec justement cette affirmation que vous avez répétée du monisme de Schmitt. Je suis d'accord que Carl Schmitt travaille pendant toute la République de Weimar pour essayer de trouver un seul principe aux politiques, qu'il va réduire à la distinction entre amis et ennemis. Déjà, je trouve que dans la dissection ami-ennemi, quelque part, le côté ami est toujours totalement éliminé. On parle tout le temps que de l'ennemi. Moi, j'aimerais bien savoir où en est l'ami dans l'affaire. Mais j'ai un deuxième problème, c'est que on sait que Carl Schmitt a lu avec attention la thèse de Julien Freund sur l'essence du politique. Ils ont d'ailleurs eu une correspondance très fournie. Et il y a dans une lettre que Schmitt écrit à Freund après la publication de l'essence du politique,
il dit que lui s'est peut-être trompé. Schmitt s'est peut-être trompé dans la mesure où il a sous-estimé une distinction que fait Freund et que Schmitt a éliminée, qui est celle de... Freund a 3 critères, dont le critère de privé-public. Et Schmitt avoue qu'il a peut-être sous-estimé ce critère-là dans, la définition du politique même. Et c'est vrai que c'est un critère qu'on a tendance à trouver si on cherche dans les premiers textes de Schmitt. Je pense notamment au catholicisme romain et forme politique, où cette distinction-là est très présente, où la distinction entre libéralisme, romantisme et protestantisme face au catholicisme et au conservatisme, cette distinction-là entre privé et public est présente, qu'il élimine après dans la notion du politique, et sur laquelle il aura donc tendance à revenir à la fin de sa vie en disant à Freund, bah, excusez-moi, il s'excuse jamais, mais en disant, vous avez raison, il y a peut-être là une distinction du politique que moi j'ai éliminée, qu'il n'aurait peut-être pas fallu éliminer. Mais donc du coup, là, on va se retrouver avec plusieurs principes. Ce n'est plus un monisme dans ce cas-là. Oui, mais justement, justement, en général, on dit que ce pauvre Julien Freund, que j'ai eu le privilège de connaître et pour lequel je me suis pris d'affection, sur ses vieux jours, dit Freund est un schmittien. C'est pas vrai. Freund dit j'ai eu 2 grands maîtres, Carl Schmitt et Raymond Aron. Et justement, on peut pointer ça, c'est-à-dire que dans la conceptualisation de Freund, privé-public est aussi important que ami-ennemi. Mais là, peut-être que Schmitt dit, vous savez, Schmitt est un hérisson, un irrécuteux sans... Moi, je croirais assez volontiers que Schmitt a fait là un lip service, une manifestation de politesse. Oui, tout à fait. Puisque... C'est au contraire à sa rigueur propre. Ça devient de l'éclectisme. Non, c'est justement le... incroyablement plus éclectique que Schmitt. C'est peut-être mieux, de ce point de vue. Qui donc absolument. Parce que justement, moi, j'avoue que j'accepte de temps en temps, mais Dieu merci, n'étant pas de la corporation des philosophes, je peux me permettre, mes collègues sociologues disent que je suis un éclectique, enfin les collègues qui s'intéressent à moi disent que je suis un éclectique et que c'est pas bien. Mais comme je considère qu'à la base du politique, il y a la pluralité, c'est-à-dire que je suis un lecteur indéfectible d'Isaiah Berlin, on ne peut pas tout avoir, qu'il y a des valeurs qui sont des valeurs, et dans lesquelles, cependant, on ne peut pas agencer de manière parfaite, n'est-ce pas? Autrement dit, avant l'eschatologie, mais ça, c'est une autre affaire, n'est-ce pas? Mais que dans le monde sublunaire, dans le monde historique, eh bien, dans toute société s'opèrent des arbitrages entre valeurs, ce qui entraîne un point important. C'est ça qui a fait bouger Rawls. C'est que le libéralisme lui-même a quelque chose d'injuste par rapport à l'idée d'un ordre complet des valeurs. Une société libérale est une société qui a à sa base quelque injustice. Bon, alors maintenant, sur un point, je crois que Schmitt a rendu un lip service, a payé un lip service. Je dirais aussi peut-être que tout simplement, comme Schmitt s'est mis à penser, progressivement, il a développé l'idée qu'il fallait penser à partir des extrêmes. Or, à partir des extrêmes, la distinction privé-public disparaît. C'est-à-dire, en guerre, il n'y a plus de privé. Sociologiquement, c'est le moment où il y a le plus de privé. On s'arrange, etc. C'est le monde du... Mais, officiellement, en guerre, tout est public. Bon. Et du coup, la distinction que je trouve très importante de Freund disparaît. Alors simplement, peut-être que Schmitt a voulu payer un lip service en disant oui, peut-être dans les situations qui ne sont pas extrêmes, mais moi, son monisme paraît être celui-ci, c'est qu'il faut penser à partir des extrêmes, et dans les extrêmes, il n'y a un mécanisme qui fonctionne. Je vais dire un petit mot là-dessus, parce que j'ai d'abord, avec ma mauvaise éducation habituelle, avec ce que tu répondais. Bon, et puis ensuite, évidemment, je me suis rendu compte tout de suite que je bordais très à mon tour. Bon. Et ceci pour 2 raisons, mais qui vont tout à fait dans le sens, je crois, de ce que tu viens de dire, et donc nous sommes d'accord. D'abord, j'introduirai cette façon anecdotique. J'ai longtemps cru que Norberto Bobbio était l'inventeur, je trouve ça magnifique, de cette formule qu'il répète constamment et dont on voit très bien la fonction chez lui, c'est
celle d'une fondation forte de la pensée politique sur un normativisme juridique fondamental. Moi, c'est un juriste, bon. Là, nous est dichotomie. Je le vois encore, il décrit partout. C'est-à-dire la distinction du public et du privé. C'est le cœur du droit, c'est l'essence du droit. Bon. Or, je crois savoir maintenant, il faut retrouver la référence, qu'en réalité, cette expression est de Schmitt. Tout à fait. Alors, ceci dit, je pense que ça va dans le sens de ce que vient de dire Jean-Luc, c'est-à-dire que la distinction du public et du privé, c'est la distinction fondamentale qui structure l'ordre constitué. Bon. Mais à partir du moment où on pose le problème de la constitution, du pouvoir constituant, bon, alors à partir de ce moment-là, il faut passer par-delà la structure fondamentale du juridique. Il faut en revenir au politique au sens fort du terme. Et dans le politique ne règne pas la distinction du public dans le politique au sens de l'état d'exception, de la souveraineté, etc. Non seulement cette distinction ne règne pas, mais il faut qu'elle soit abolie. Ce qui amène aussi Schmitt à écrire dans la théorie de la Constitution ou ailleurs qu'il s'agit de recréer l'État contre l'État lui-même. Et pour évidemment que le principe étatique puisse être sauvé et perdurer. Bon, alors ceci dit, la référence conjointe de Julien Freud à Schmitt et à Raymond Aron, qui peut paraître étrange, etc., nous ramène en réalité à ce qui est le cœur de l'exposé de Jean-Luc, c'est-à-dire aux symétries et aux dissymétries entre le libéralisme et le décisionnisme. Et le décisionnisme schmittien. Je suis désolé de ne pas avoir lu le texte de toi qui a été mis en circulation, mais la question que j'avais envie de poser était celle-ci, à ce sujet. Est-ce que tu estimes pertinent, du point de vue de cette comparaison, de faire une distinction entre libéralisme et parlementarisme? Parce que ce que Schmitt, ayant dès le début, a systématiquement déconstruit et critiqué, refusé, c'est le parlementarisme. Et alors, si le parlementarisme et le libéralisme, la critique de Schmitt, on accepte d'aller jusqu'où il va lui-même, bien sûr, et dévastatrice. Mais si le libéralisme, en particulier le libéralisme hayekien, celui qui au fond se réalise essentiellement dans le triomphe du principe contractuel du marché international, ne se réduit pas au parlementarisme, et quelque chose de beaucoup plus radical et en un sens beaucoup plus totalitaire que le parlementarisme, alors des symétries étranges du type de celle que tu évoques commencent à apparaître. Est-ce que ça paraît pertinent de cette distinction? Alors, j'ai essayé de trouver justement le texte où parce que il y a effectivement le problème Schmitt, c'est bien le parlementarisme. Alors, pour essayer de me donner le temps de répondre, je commencerai très rapidement par, juste rapidement pour vous, j'ai trouvé effectivement sur privé-public quelque chose qui renforce mon point de vue et qui me fait penser que, enfin notre point de vue, et qui fait plutôt penser que c'était un lip service. Parce que voilà, Schmitt dit, voilà, il y a des postulats appliqués à des secteurs. N'est-ce pas? Et il dit il y a deux secteurs de la pensée humaine, politique et théologie, qui ont des postulats de méthode homologues, n'est-ce pas? La dualité, écoutez, la dualité ami-ennemi, racheté, non racheté, aboutissent toutes deux à répartir les hommes en catégories, à marquer les distances. Ce qui, à ses yeux, est justement ce qui constitue la base du politique. Le politique est classement, mais classement en ami-ennemi, et pas seulement classement en dominant-dominé. Et classement en homme-femme, race supérieure, ami-ennemi. Bon. Alors, ça, il dit, il y a des secteurs qui ont des postulats homologues. Et en revanche, il y a des secteurs qui n'en ont pas. Et il prend justement l'exemple du droit privé.
Il dit le droit privé. Dans le droit privé, le postulat est absolument différent du postulat du politique, parce que, il cite Bluntschli, Cuivis presumetur bonus. Chaque partie est présumée bonne en droit privé. Chaque partie a en principe le même droit d'exposer son cas. Il n'y a pas d'inégalité entre les parties en droit privé. Pas d'inégalité de droit, pas d'inégalité donc fondée sur une sorte de normativité juridique. Il peut y avoir des inégalités de fait. Alors qu'en droit public, il y a de l'inégalité. N'est-ce pas? Il y a deux parties. Bon, alors là, c'est un vrai problème, parce qu'après tout, le droit public nord-américain, c'est un peu, enfin, la common law, c'est un peu différent. Mais là, ici, Bluntschli, n'est-ce pas? Ça, c'est vraiment... Alors, ça c'est pour vous, ça me donne un peu le temps de réfléchir un peu en parlant sur ce qu'a dit Balibar. Je crois effectivement que ce sur quoi, en gros, Schmitt s'est attaqué, c'est ce à quoi il s'est attaqué sous Weimar, comme ça, c'était l'idée que le parlementarisme, c'est mauvais, parce que le parlementarisme croit que pourvu qu'on continue à discuter, on arrivera toujours à une solution. N'est-ce pas? C'est contre le parlementarisme qui est envoyé la fameuse boutade contre le libéralisme, qu'il estime être contre le libéralisme, et justement qui ne correspond pas du tout au libéralisme d'Hayek, qui est que entre Jésus et Barabbas, on nomme une commission d'enquête. C'est pas, on essaye de voir. Bon. Or, sur ce point, il y a deux choses. Je crois que le parlementarisme, d'une part, n'est pas tout le libéralisme, et de ce point de vue, il faudrait distinguer deux choses dans le parlementarisme, et même trois choses. Il y a la chose de base, et ça c'est le social-démocrate LR qui a répondu à la notion de politique, et qui dit ceci: le parlementarisme ne repose pas sur la croyance dans la vertu de la discussion publique en tant que telle, mais il repose dans la croyance dans le fair-play de l'adversaire, qui n'est pas d'entrée de jeu déclaré ennemi. Mais ceci implique de décider que l'adversaire ne peut avoir tous les droits que lui reconnaît le parlementarisme que s'il reconnaît la règle du jeu posée par celui-ci. Autrement dit, si l'adversaire ne reconnaît pas la règle du jeu du parlementarisme, c'est-à-dire manque de fair-play, l'utilise pour lui, mais vous la refuse, il doit être exclu du jeu parlementaire. Ce qui est une différence d'ailleurs avec le jeu judiciaire, où un accusé, lui, n'est jamais privé du droit élémentaire de se défendre, même s'il dit « votre justice bourgeoise, je crache dessus ». Pourquoi? Parce que dans le judiciaire, l'accusé est présumé être un adversaire vaincu. Alors que dans le parlementarisme, l'adversaire n'est jamais vaincu. Et s'il joue le jeu de l'ennemi, alors il n'a pas le droit. N'est-ce pas? Ça, c'est la chose de base du parlementarisme. Maintenant, donc le parlementarisme, vous savez, vous avez deux choses, une qui est le majoritarisme et l'autre qui est le délibérativisme. Et ça, nous avons beaucoup de discussions là-dessus. C'est-à-dire, Schmitt ne croit pas au délibérativisme. En vertu de ça, et c'est un des points, parce que c'est quand même l'une des choses les plus importantes actuellement qui a été développée surtout dans la philosophie américaine, anglo-saxonne, mais américaine, sur l'idée de démocratie délibérative, et qui a d'autant plus de force. C'est pas simple parce que ça vient de l'idée de gens qui n'aiment pas la majorité à la Chambre des représentants, mais c'est l'idée aussi que dans le fait, dans les systèmes politiques modernes, au moins des démocraties occidentales, vous ne pouvez pas trouver toujours... Vous pouvez toujours voter à la majorité. Ben, ça ne marche pas dans l'application. Il faut renégocier. Alors justement, les délibérativistes disent, mais attention, il faut distinguer la délibération de la négociation. La négociation, c'est du marchandage. Qu'à la délibération, ça doit suivre des règles. Mais ça renvoie à la même question empirique, qui est que le majoritarisme ne résout pas les choses en fait. Et ne résolvons pas toujours les choses en fait, bien sûr qu'il en résout en fait. Ça permet de choisir le roi. Le majoritarisme va peut-être jouer à l'élection Jospin-Chirac. Mais ensuite, une fois que Jospin et Chirac sont élus, et même si l'Assemblée est élue toujours pour majoritarisme, qu'est-ce que ça donne dans l'action publique réelle?
Qu'est-ce que ça donne par rapport au... C'est un vrai problème, c'est ce que nous appelons de la distinction maintenant entre la politique globale de l'opinion et puis la politique des secteurs. Et les secteurs peuvent être tantôt infranationaux, tantôt supranationaux ou transnationaux. Bon, donc le majoritarisme ne marche pas toujours. Donc il y a bien le délibérativisme tel qu'il s'est constitué, avec beaucoup de problèmes d'ailleurs, parce qu'il y a le problème avec les Américains, c'est que quand ils font un truc, c'est le fétichisme de la philosophie analytique, n'est-ce pas? Il faut absolument tirer tous les trucs. Ça se déroule comme des mécaniques. C'est très bon. Il est évident que le délibérativisme pose un problème au parlementarisme, n'est-ce pas? Bien. Et c'est pourquoi je distinguerai, moi, dans le parlementarisme, le majoritarisme qui est ordonné à la décision, n'est-ce pas? Et le délibérativisme qui est ordonné à la consultation, à la conviction, à des choses comme ça. Mais ce que l'on sait, c'est que le majoritarisme marche bien dans le Parlement, le délibérativisme ne marche pas bien dans le Parlement. C'est ça. Mais le délibérativisme peut peut-être marcher, qui sait, mieux dans les secteurs. Voilà l'un des problèmes, et c'est une des voies, comme chacun sait, c'est vers là qu'on devrait peut-être s'orienter sur des problèmes aussi complexes que celui de ce qu'on appelle pourrir, parce que ce sont des euphémisations, jeunes en difficulté, quartiers difficiles, et tout ce genre de choses. N'est-ce pas? Bon, alors à partir de là, je crois effectivement que Schmitt vise le parlementarisme de Weimar et l'identifie au libéralisme, et il oppose, c'est là qu'il fait sa fameuse opposition entre la démocratie qui est antilibérale et le libéralisme. La démocratie, dit-il, c'est il y a un monisme, toujours, il y a une volonté qui se manifeste. Bon. Il est évident que quand on a un libéralisme à la Hayek, que d'ailleurs moi j'appelle un libéralisme qui se prétend scientifique, le libéralisme à la Hayek, et d'ailleurs Hayek échappe tout à fait à Schmitt de ce point de vue. Et Hayek le dit. Parce qu'il oppose, nous avons là deux grands hérissons l'un en face de l'autre. Ce sont des hérissons. J'essaie d'expliquer pourquoi, vous savez, la distinction d'Isaiah Berlin entre le renard et le hérisson. N'est-ce pas? Le renard, c'est beaucoup de choses. Le hérisson n'en sait qu'une, mais grande. Hayek et Schmitt sont deux grands hérissons. Pas? Et là, effectivement, le libéralisme de Hayek tient la route en face de la critique de Schmitt. Ce n'est pas, tandis que, effectivement, le parlementarisme, c'est hélas très insatisfaisant. Il y a beaucoup ce sont des petits renards, hein, et quelquefois pas très fins, qui jouent dans le parlementarisme, n'est-ce pas? Voilà. Alors là, on arrive à quelque chose d'important sur lequel je voudrais terminer, excusez-moi. C'est que quand même, je crois personnellement, mais c'est une idée, je suis beaucoup Judith Shklar de ce point de vue, qui a appelé le libéralisme de la peur. Le libéralisme, et après tout, le libéralisme, c'est tout de même la vertu de l'homme ordinaire, celui qui a le droit d'avoir peur. C'est pas justement, c'est pour ça que le libéralisme n'est pas machiavélien. La virtu, enfin le libéralisme, une philosophie, le libéralisme, c'est pour ça que Max Weber n'est pas libéral, même s'il n'est pas schmittien, même s'il n'est pas nietzschéen. Enfin, Weber est nietzschéen 12 heures par jour, quoi, et encore, ou 6 heures par jour, enfin, Max Weber. Et puis le reste du temps, il est kantien, juste comme ça. Bon, justement, c'est là. Mais le point de base, c'est que le libéralisme, c'est en quelque sorte l'hommage aux gens ordinaires. Vous savez, aux gens qui ont le droit d'avoir peur. Le libéralisme, c'est l'idée d'un régime dans lequel les gens qui ne sont pas des foudres de guerre, qui sont des petits décoirs, eh bien, ils ont le droit de vivre, ils ont le droit de s'exprimer, et ils ont le droit, comme disait Ernest Gellner, de goûter la female pulchritude, la beauté féminine, de goûter. C'est une société dans laquelle on donne des noms de rue à des gens que personne ne connaît. La société libérale, c'est l'apologie de l'ordinaire. En un sens, je crois qu'il faut, parce que souvent on voit dans le libéralisme, à cause de Guizot, à cause de tout ça, l'idée, l'éducation raide, etc. Attention, il y a dans le libéralisme, en fait, beaucoup d'élitisme et énormément de monisme, du genre, la raison c'est la raison, etc. Et puis, un libéral comme Brian Bae, par exemple, dit je vois rien de scandaleux à l'idée de dire il y a la meilleure voie pour tout le monde. Il y a un mode de vie qui est le meilleur pour tout le monde. Et je vous emmerde.
Voilà, c'est ça. Et alors, il tape sur Rawls parce qu'il est devenu trop pluraliste, sur Michael Walzer parce qu'il est devenu trop multiculturaliste, et bang, bang. Mais il y a aussi, dans cette idée, l'idée que, dans le fond, une société viable, politiquement vivable, est-ce que c'est pas une société qui donne leur chance aux imbéciles ordinaires, et en leur donnant leur chance, les empêche de se mettre en colère, parce que la colère des imbéciles, c'est probablement l'une des choses les plus dangereuses. Voilà. Merci. Je ne pensais pas finir avec un éloge du libéralisme. Sur un éloge de l'imbécile ordinaire.